Bonjour, on accueille avec plaisir chez Agora ici Télévision Sylvain Turner, poète et romancier, qui a eu l'occasion déjà d'être avec nous et je l'accueille aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son roman En mémoire des filles, publié aux éditions Main Libre en 2024. Sylvain Turner est chroniqueur littéraire à l'émission Libraire de Force, diffusée sur les ondes de CIBL. Il a publié un premier livre en 1990, Pip Show Poésie, puis a signé des textes dans différentes revues littéraires telles que Exit, Possible, Gaz, Moutarde, etc. Il s'est illustré avec la publication de son recueil de poésie In Extremis, finaliste du prix d'excellence de la poésie en 2023 du magazine culturel Le Métropole. Il s'est aussi distingué en 2022 lorsqu'un de ses textes a été sélectionné dans le cadre du concours de prix de création Radio-Canada, catégorie poésie. Sylvain Turner, un plaisir de vous recevoir une deuxième fois. Merci de me recevoir à l'émission. Alors, je vais commencer par ceci, En mémoire de filles. Je vais le montrer. C'est votre premier livre, premier roman, lu d'une traite. De ma part, je vous en félicite. Un très beau livre à recommander, mesdames et messieurs, chez les éditions Main Libre 2024. Alors, En mémoire des filles, qui est à la fois, n'est-ce pas, un polar, un roman, et il y a du suspense, mais il y a un croisement de tout. Mais est-ce que vous avez écrit un roman policier ou tout simplement un roman? C'est un hybride c'est un hybride à la fois polar, à la fois roman noir et à la fois suspense. Et le genre s'est imposé. Je n'ai pas décidé d'écrire un hybride ou un polar. Je suis parti d'une idée. Une idée qui m'est venue à l'époque où ma fille était adolescente et elle commençait à rentrer tard le soir et je commençais à m'inquiéter en ma qualité de papa. Et à la même époque, je tombais souvent sur des articles de journaux où on relatait, on parlait de sentences données à des membres de gangs de rue, des proxénètes, et on relatait le calvaire que ces gens-là avaient fait subir à leurs victimes, qui étaient généralement des jeunes filles mineures et parfois très jeunes. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait à moi? Si ma fille tombait sous le charme d'un beau parleur, qui en fait serait un proxénète? Alors, à partir de là, j'ai créé, s'est imposé dans mon esprit le personnage, le narrateur du roman, Bernard Beaupré, sa fille Laurence et des autres personnages, dont les proxénètes, le membre des Blood Bastards et tout ça. Et des sergents détectives, Robichaud et compagnie. Ben, c'est un thème d'actualité, faut-il dire. Oui, les gangs de depuis rue. trop longtemps, d'ailleurs. Depuis trop longtemps. Et c'est un thème, un sujet qui s'impose de plus en plus. Exactement. Bon, il y a des mesures prises, bien entendu, mais la situation, elle est quand même alarmante. Là, vous en parlez par le biais d'un roman. Bernard, qui dirige une compagnie de parasitaires, gestion parasitaire, à la recherche de sa fille unique, âgée donc de 15 ans, qui s'enfuit du domicile familial avec la complicité d'un jeune homme dont elle s'éprend. Elle tombe amoureuse. Et là, je me réfère à cette citation de Michel Houellebecq au début du roman. On peut certainement rester en vie en étant simplement animé par un sentiment de vengeance. Beaucoup de gens ont vécu de cette manière. Alors, est-ce qu'on peut dire que, justement, Bernard, qui est une bonne personne dans un premier temps, est-ce qu'on peut dire qu'il est animé par un sentiment de vengeance? Il est animé par un sentiment de vengeance qui le gagne au fur et à mesure des événements. Plus on avance dans le temps, dans le récit, plus ce sentiment de vengeance-là devient fort. Il essaie de le combattre, mais il n'y parvient pas. Il doit céder à la vengeance pour obtenir une justice que le système de justice ne lui accorde pas. OK. Et puis, bon, il essaie de le combattre, mais il dit que c'est une bonne personne. Là, vous le dites, là, comme personnage, c'est pas une mauvaise personne, là. Une mauvaise personne qui prenne des mesures c'est un père de famille, veuf, dont la fille fugue et que les forces de l'ordre ne retrouvent pas. Il part à sa recherche, donc on suit son enquête, de là l'aspect polar, la nature du polar. On suit son enquête jusqu'à ce qu'il découvre la vérité
et qu'il essaie d'obtenir justice. Exact. Puis, là, il y a cette meute, le Blood Bastard. C'est un nom fictif, là. Ouais. Blood Bastard, il avait voulu rendre service à la société. Et si jamais il tombe sur ce caïd ou sur ce, on va dire ce criminel ou Le proxénète qui a amené sa fille en enfer, on pourrait dire. Exactement. L'expédier, il jure que s'il tombe sur ce monsieur, il va l'expédier en enfer depuis la mort de Laurence. Est-ce qu'avec ça, il voulait donner sens à son existence? Il veut peut-être, moi je dirais plus, faire œuvre utile, faire sa part en libérant l'humanité d'une partie de sa racaille, en fait, ou de ses parasites. Oui. Mais donc, c'est complètement... au lieu de se dévouer à la justice, donc le fait de le faire, c'est aussi peut-être pour les autres filles, en quelque Il le sorte. fait, oui, en mémoire des filles aussi, en mémoire de toutes celles qui sont disparues. Oui. On parle de... Il y a Laurence, la fille du narrateur, mais il y a aussi Coralie Leclerc. Coralie Leclerc, tout à fait. Qui est un peu une sœur de mésaventure de Laurence, la fille exactement. du narrateur. Et puis là, il y a un climat dans votre roman, c'est qu'on retrouve aussi cet espace des masseuses fréquentées par les jeunes filles mineures, etc. Il y a Julie, je pense Judy, qui allait la retrouver justement. Puis, c'est un roman qui est écrit à la mémoire de toutes ces filles qui ont failli tomber tout de même. Oui, et c'est aussi un mémoire qui fait écho à l'anxiété que moi j'avais, la crainte que moi j'avais en me disant, tout d'un coup, que ma fille, qu'est-ce que je ferais si ma fille tombait dans ce piège-là? C'est une crainte partagée par les parents. Par les pères. Par les pères, mais aussi les mères. Il y a beaucoup de lectrices qui m'ont dit, hey, moi j'ai une petite fille de 4 ans, de 6 ans, puis j'y pense à ça. J'ai une crainte par rapport à ça. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, c'est un peu cette crainte-là que les gens peuvent partager avec le narrateur de ce roman-là. Et c'est un roman qui est composé justement comme sous forme de suspense. Donc, on le lit d'une traite généralement. On va d'un chapitre à l'autre. C'est le commentaire qu'on m'en fait généralement. Très bien. En mémoire des filles de Sylvain Turner, on fait une pause, mesdames et messieurs. Et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, chaque jeudi, avec nous, Sylvain Turner, poète et romancier, qui nous revient, cette fois avec ce roman, polar, en mémoire des filles. Très belle histoire sur le parcours d'un père qui décide, on va dire venger peut-être en parenthèse, mais qui décide de se prendre en main et peut-être justement d'honorer la mémoire de sa fille, qui a été victime des gangs de rue. Alors Sylvain, le suspense il est prolongé dans ce roman. Il s'en va dans des coins, il rencontre la masseuse Judy, l'incursion au Paradisio. C'est des personnages qui défilent, chacun avec sa touche quelque part. Mais, bon, on peut retenir au début que Bernard, c'est un monsieur qui est très bon, qui est très humain. Mais les personnages, on a comme l'impression qu'ils partagent tous une seule qualité quelque part. C'est que c'est des personnages quelque part opprimés, inquiets, stressés. Je commencerai avec Bernard, qui est en fait... Bernard pourrait être notre voisin. Bernard, c'est un homme ordinaire qui a eu une vie assez ordinaire, qui a rencontré l'amour de sa vie, son épouse qui est décédée malheureusement d'un cancer 1 an avant que commence le roman, que débute l'histoire. Donc, c'est un homme ordinaire qui se retrouve à avoir un destin extraordinaire à la suite de la disparition de sa fille. Les autres personnages, on parlait de la masseuse et tout, c'est des personnages qui vivent intensément et qui sont aux prises avec des difficultés importantes et qui essayent de survivre, de surmonter ces difficultés-là. Oui. C'est beaucoup des... Ces personnages-là sont pratiquement tous des résilients. Oui. On a Mathieu qui est un toxicomane, qui devient propriétaire de l'entreprise
d'extermination et tout, de gestion parasitaire, c'est tous des personnages résilients. Excellent. Donc, on va retenir ce terme de la résilience, des personnages résilients malgré justement la difficulté qu'ils vivent. Puis, dans la course, là, il va y avoir le feu est un peu présent ou quasiment, lorsqu'il va y avoir le feu au Paradisio, carrément. Il y a une symbolique quelque part, parce qu'il symbolise l'intensité. Hein. C'est l'intensité, c'est aussi un mode d'utilisation dans le cadre de gestion parasitaire pour détruire un nid d'insectes dangereux et tout. À l'époque, on utilisait beaucoup le feu, entre autres pour les nids de guêpes et tout ça. Et c'est aussi, bon, le feu, c'est l'élément purificateur par excellence, mais c'est aussi lié à l'enfer. Donc, c'était un peu tout ça que j'amenais avec le feu. Excellent. Bon, il y a des passages qui sont non seulement très beaux, mais ils sont très révélateurs aussi d'un certain humanisme. Vous êtes parti aussi loin dans la profondeur de l'analyse. Je retiens justement, là il était assez mourant, là. C'était à la page 201. Permettez-moi de lire ce passage. Toute ma vie, je suis léger, libre de toute attache. J'ai le sentiment d'accéder à une nouvelle dimension, de me remplir de béatitude, de ne plus être que plénitude. C'est donc ainsi qu'on meurt? C'est donc de cette façon qu'on redonne des ailes à notre âme? C'est cette sensation de bien-être absolu qu'on craint tant depuis notre plus jeune âge, mais c'est un existentialisme. Oui. Mais je me suis dit que c'était la réflexion qu'on pouvait se faire quand on a le sentiment d'être en train de mourir. Ben, le sentiment justement de la mort. Et de le vivre. Oui, parce que parfois on peut prévoir sa mort, mais quand le scénario d'une autre mort est là, c'est assez... Mais je me suis aussi documenté sur cet aspect-là auprès entre autres, une personne qui est dans une amie qui a vécu une mort imminente et qui m'a raconté comment ça se passait. Puis ça ressemble à ça. Oui, exactement. C'est ce que j'ai utilisé pour le roman. Puis au niveau de la documentation, j'imagine que aussi le sentiment de dépression est là. Est-ce que vous avez rencontré, lors de la rédaction du roman, vous avez rencontré un sergent détective, vous avez remercié des gens qui ont été là, mais aussi, hein, n'est-ce pas, il y a quelque chose de psychologique dans ce roman qui interpelle le lecteur, parce que je parlais tout à l'heure de la profondeur de l'analyse, ça prend peut-être parfois de parler à des psychologues. Mais est-ce qu'il vous suffisait, Sylvain, juste d'observer, justement, pour sentir et écrire ce qu'il fallait écrire? Disons que j'ai une bonne connaissance de l'être humain, bien humblement. Je suis à l'écoute, j'observe beaucoup et depuis longtemps. Et j'ai été entouré de gens aux prises avec des problèmes, ce qui m'a permis d'être en contact avec, entre autres, la dépression et d'autres maladies. Le fait de parler. Oui, et ça me rappelle aussi, je me souviens à l'université, quand j'ai étudié en littérature au début du bac, un professeur nous avait dit qu'est-ce que Dostoïevski et Flaubert avaient en commun. Et on ne savait pas trop. Et l'enseignant nous avait dit les deux sont fils de médecins. Les deux ont grandi dans un milieu médical. Ils ont été très jeunes, vu la misère humaine, de près. OK. Donc, ça forge une espèce de lecture de l'être humain et un intérêt à mieux comprendre l'être humain, à mieux le connaître. Mais c'est pour ça que, par exemple, ces deux auteurs, là, on ouvre une parenthèse, là, ces deux auteurs, justement, quand on lit leurs dialogues, là, les dialogues qu'ils font, mais c'est extraordinaire de lire les dialogues dans Les Frères Karamazov complètement, ou dans L'éducation sentimentale de Flaubert. Madame Bovary. Madame Bovary, complètement. Mais vos dialogues aussi, Sylvain Turner, parce qu'il y a cette petite fille qui surgit, qui pose la question du Père Noël. J'ai voulu toucher aussi. Ah oui? À certains moments, comme ce personnage-là, de la petite fille qui vient voir le narrateur et qui lui demande « Es-tu le Père Noël? » Oui. Puis il dit « Non, je suis trop mince pour ça. Le Père Noël est bien plus gros. » Et quand il demande à la maman quel est le prénom de la petite, la maman lui dit c'est Laurence et c'est le même prénom que sa fille disparue. Donc, on est touché. Moi, quand je l'ai écrit, j'étais touché. Oui. Mais j'ai essayé de toucher les lectrices et lecteurs. Ça vient parler aux lectrices et aux lecteurs, effectivement.
On va faire une pause, mesdames et messieurs. J'accueille Sylvain Turner, auteur de En mémoire des filles, publié chez Main Libre et des éditions Main Libre en 2024. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici, télévision, Kamal Benkiran avec vous. Bon, on continue notre discussion avec Sylvain Turner, qui vient de faire paraître un livre chez les éditions Main Libre, En mémoire des filles. Sylvain, je vais te demander peut-être de partager avec nous un extrait, si tu le veux bien. Avec plaisir. Du roman En mémoire des filles. C'est au début, c'est dans le premier chapitre. Je ne mange plus, ne dors plus que quelques heures par jour, souvent par bloc d'une demi-heure à 2 ou 3 heures. Mon esprit résiste longtemps au sommeil, occupé à esquisser des scénarios plus effrayants les uns que les autres, jusqu'au moment où il l'abandonne, entraînant la chute de mon grand corps osseux dans les bras d'un Morphée résigné. Je n'ai que 60 ans, mais je suis dans un tel état de délabrement ces jours-ci qu'on m'en donnerait 10 de plus. Ce n'est rien pour améliorer l'image que j'ai de moi-même et celle que j'offre aux autres, moi qui traîne depuis toujours ma carcasse de géant et ma sinistre gueule comme de véritables malédictions. Je vais craquer si ça continue. Ma fille est tout ce que j'ai, tous mes espoirs en l'avenir, tout ce qui me reste de Viviane, sa défunte mère. Mon esprit traverse les heures avec la grâce d'un funambule souffrant de vertige, alors que mon système nerveux surchauffe à la façon d'une vieille boîte électrique sur le point de disjoncter. Je passe le plus clair de mon temps à attendre un appel de Laurence ou de la police. Je ne quitte jamais mon cellulaire, m'assure que sa pile est toujours chargée. Les jours sont tous plus interminables les uns que les autres, si bien que l'attente devient insupportable. Je n'ai plus le choix. Je dois me ressaisir et partir à la recherche de ma fille. Je ne ferai probablement pas mieux que les flics, mais au moins j'aurai essayé. Alors là, c'est le moment de la décision. Là. C'est là où il prend la décision d'aller chercher sa fille, de partir à la recherche de sa fille. Et puis on sent l'intensité aussi, n'est-ce pas, de la souffrance. Ouais. La confession, justement, a le don de montrer, justement, cette intensité de la souffrance. On le sent d'après ce livre. Sylvain, bon, on va revenir à cette thématique qui est très, très, très en vogue et très en cours, qui est celle des gangs de rue. Et on a tendance souvent à cibler, à identifier certains quartiers à Montréal où c'est présent. Ouais. On a aussi tendance parfois à identifier certaines communautés où ça n'arrive qu'ici, ça n'arrive que là-bas. Là. On veut dire ça ne peut pas arriver à d'autres communautés, alors que normalement c'est au niveau, je dirais, au niveau aussi parfois des écoles que ça peut commencer, mais au niveau parfois de certaines institutions. Bon, je ne dis pas que les écoles ne font pas leur travail, là, mais au niveau des écoles secondaires, alors là, les écoles secondaires, les centres commerciaux, les centres jeunesse, on sait parfaitement comment ça fonctionne, comment se fait le recrutement, les médias sociaux, les fugueuses qui se retrouvent à se faire offrir de l'hébergement et on sait comment ça fonctionne. Oui. Puis c'est des réseaux qui sont parfois difficiles à démonter, n'est-ce pas? Ma question, c'est justement concernant les issues. Est-ce que, en écrivant ce roman, vous avez en tête, ou vous aviez en tête, par exemple, des solutions qui peuvent servir à éradiquer ce fléau? Bien, moi, comme auteur, c'était surtout de montrer, c'était de bâtir une histoire à partir justement d'une idée, d'une crainte que j'avais. À partir de là, c'est un roman qui peut, dans certains cas, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, je vais le faire lire à ma fille pour la sensibiliser contre les dangers, les risques du proxénétisme. » Mais je n'ai pas l'intention, comme auteur, je ne me suis pas donné le mandat de m'attaquer à quoi que ce soit. Mais c'est de dénoncer une situation humaine intenable, selon moi, tout simplement. Oui. Mais je laisse les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, parce que c'est aussi des politiques, il faut dire, c'est des politiques municipales, c'est une question aussi de budget pour aller de l'avant. Et ça va, si j'élaborerais davantage un peu, ça va aussi avec tout le problème d'itinérance qu'on a, de toxicomanie dans les quartiers centraux et tout.
à quelque part, il faudrait peut-être intervenir à la source. Oui, Et la exact. source, c'est peut-être les Oui. armes et la drogue qui errantent et qui peuvent transformer un être humain sain ou avec certaines faiblesses Oui. Mais le décrochage scolaire aussi. Hein, aussi. certains jeunes, quand ils tombent là dans le ravin, là, complètement, alors là, lorsque le désespoir s'installe, ça ouvre la porte à d'autres Ouais, et les gens issues. sont très occupés, les parents sont très occupés aussi. Oui, C'est difficile. les parents sont occupés, oui. Et à l'époque, quand nous, on était jeunes, on allait à l'école, on revenait de l'école et c'était terminé. On jouait dehors, on rentrait à la Oui. maison, c'était terminé. Mais maintenant, avec les téléphones, les réseaux sociaux, l'influence extérieure Oui. est omniprésente, mais en tout temps. Elle intensifie. Et ce qui fait qu'il y a des parents qui apprennent du jour au lendemain que Oui. leur enfant a pris un mauvais chemin. Oui. Sans Et qu'ils le de sachent. différentes communautés, là. Oui, oui, exactement. Hein? Parce que la délinquance, c'est un cliquement de doigts, là. C'est ça. C'est un cliquement de doigts. Et les jeunes sont devenus une main-d'œuvre pour le crime. Oui. Parce que les peines de prison sont presque nulles. Oui, 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 À c'est pas 16 ans, lourd. tu te fais prendre, ben, à 18 ans, tu sors. Oui, exact. Tandis que pour le même crime, un adulte Oui. pourrait prendre plusieurs années d'incarcération. Alors. Ben, en tout cas, C'est un des dossier. enjeux de société. Exactement. Donc, à résoudre, là, c'est justement. Et la littérature peut servir à ça aussi, c'est de mettre le doigt sur. Ben, à ce qui va l'époque, pas. on parlait de Dostoïevski tantôt, dans Le Joueur. Oui, C'est un phénomène aussi social, Tout à le fait. problème du jeu qui mettait en scène dans son roman. exact. Et la société, les enjeux sociaux constituent une matière très fertile pour les romanciers. Tout à fait. En mémoire des filles de Sylvain Turner, mesdames et messieurs, présent au Salon du Livre de Montréal. Oui, on y sera avec plaisir. Au mois de novembre, au stand des éditions. Au stand des éditions Main Libre, Main on Libre. invite les lectrices et lecteurs à venir nous saluer. Voilà, et puis on va dire que c'est un roman qui est dans les librairies, Dans toutes les librairies. dans toutes les librairies du Québec, donc disponible justement, renombré, etc. Là, Le réseau des librairies aussi. oui, puis il y a même pas possibilité de le commander en ligne. Donc, mesdames et messieurs, on va vous fixer rendez-vous la semaine prochaine. Sylvain, c'était un plaisir de vous avoir Plaisir partagé. reçu. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette nouvelle carrière. C'est votre premier roman, là, on va le Ouais. dire. C'est votre premier roman. Vous êtes poète, normalement. Aussi. Oui. Mais je Et continue. puis, Je mais continue de vous l'être. continuez là dans cette belle exploration Ouais. des genres littéraires dans le roman pour cette fois. Un bon succès pour vous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous le jeudi prochain chez Agora, toujours à ICI Télévision, pour parler livres, littérature et bien d'autres thèmes d'actualité.